Merci beaucoup pour ces accueils chargés de sens. On va directement démarrer donc par l'intervention. Le premier intervenant donc de Jessie Cormon. Si- Voilà, bienvenue. Donc bonjour à toutes et à tous également. Donc effectivement, Jessie Cormon, sociologue de métier, en tout cas pour la mission qui est la mienne maintenant. Juste quelques petites précisions sur Phare pour l'égalité. On n'est pas des sociologues universitaires, on est des sociologues dans le privé, mais pas dans le privé à but lucratif, donc de s'enrichir des formations qu'on pourrait faire, des diagnostics, etc. On a fait le choix d'être dans le secteur dit de l'économie sociale et solidaire. Donc pour agir, c'est notre travail, on est rémunéré, on est payé pour le faire, mais dans un but non lucratif. On n'a pas pour but de s'enrichir. Donc ça, c'est une première distinction. La seconde, c'est qu'on travaille essentiellement avec des professionnels sur le terrain. Vous savez qu'à l'université en France, en tout cas depuis quelques années, la mission globalement, bon, s'il y a des collègues universitaires, ils vont me taper sur les doigts, il n'y aura pas de souci. Euh, mais globalement, l'université produit du savoir et de temps en temps, certains, notamment les plus courageux et les plus courageuses, viennent dans des espaces de la société civile pour partager le savoir. Il n'est pas dit qu'on les rencontre tout le temps très facilement. En tout cas, il nous tient, enfin ce serait notre rôle de citoyen à nous, de devoir lire des pavés de sociologie, puis des pavés d'économie, puis des pavés de démographie, puis des pavés de plein de choses. Or, nous sommes toutes et tous pris dans nos travaux au quotidien, avec en tout cas un temps disponible pour lire toute cette littérature-là qui n'est pas forcément nécessaire, enfin qui est nécessaire, pardon, mais qui n'est pas facile d'y accéder en tout cas. Phare pour l'égalité, de ce fait, nous sommes au contact avec des travailleurs sociaux, essentiellement, bon, moi-même je suis un ancien éducateur spécialisé, j'ai travaillé dans l'animation, l'éducation populaire, etc. Et je suis devenu sociologue petit à petit. Donc, entre guillemets, je viens du terrain pour aller vers le savoir et nous travaillons depuis quelques temps avec des professionnels du secteur social, médico-social. On accompagne également les politiques publiques. Pour vous le dire rapidement, on se retrouve parfois le lundi à pouvoir travailler avec le tribunal de grande instance de Lille sur l'accès aux droits dans le département du Nord, par exemple, donc avec la préfecture, avec le tribunal de grande instance, etc. Et puis le lendemain après-midi, aller faire un atelier de groupe de parole avec un groupe de jeunes, une trentaine de jeunes de quartier, regardés en tout cas comme étant potentiellement les sauvageons délinquants qui font peur à tout le monde, mais dont on n'écoute pas grand-chose de ce qu'ils ont à dire sur leur vie, leur vécu, leur société, etc. Et puis le lendemain, on peut se retrouver également à réaliser des ateliers de théâtre de l'opprimé, des ateliers d'écriture, de rap, etc. Donc autant vous dire qu'on fait un assez grand écart, tant dans nos pratiques d'intervention que dans les publics que l'on rencontre. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on se retrouve à être au cœur, en tout cas, de regards croisés entre parfois des élus, des institutionnels, des professionnels et des usagers habitants. On a cette chance dans notre pratique de travail de pouvoir embrasser assez régulièrement des regards différents et ça nourrit toute notre pratique. Alors, ceci dit maintenant, je vais me permettre d'essayer de poser quelques points de réflexion. Comme j'aime à le dire, si les points de repère ou de réflexion vous parlent par rapport à vos vécus, vos réalités professionnelles ou autres, bah, vous les prenez. Si par contre ce que je raconte, ça ne veut rien dire, ça ne rencontre pas vos expériences, ne vous dites pas je n'ai pas compris, dites-vous soit il parle mal le garçon, soit c'est pas du savoir qui me sert. Donc vous le mettez à la poubelle, faites-vous confiance là-dessus. Donc moi je vais proposer modestement, en tout cas de proposer quelques pistes de réflexion et d'analyse. Le premier point que je voudrais aborder avec vous, euh, et vous étonnez pas de mon franc-parler aussi parfois, c'est ce que je suis et je fais aussi un peu exprès. La question de la lutte contre les discriminations vient aussi d'une gifle monumentale que nous sommes pris, en tout cas citoyens et citoyennes de France, depuis quelques années. Euh, pour celles et ceux qui étaient plutôt en âge de recevoir et de comprendre les messages égalitaires des années 80, on a eu une thèse relayée par les médias et y compris par certains universitaires, une thèse qui parlait de moyennisation de la société. Nous serions tous devenus de classe moyenne, les grands écarts de revenus, les grands écarts de richesse, de pauvreté, etc., se réduisent, et il y avait une thèse d'égalisation des conditions de vie. De plus en plus, les inégalités se réduisent, donc la question de discrimination n'avait pas tellement lieu d'être abordée, puisque nous avions cette égalisation de la société. Le problème,
c'est que si certains universitaires pouvaient relayer ce genre de thèse, peut-être parfois certains élus aussi, institutionnels, etc., la réalité vécue par les habitants n'allait pas du tout dans ce sens-là. Et au contraire, depuis les années 80, de nombreuses personnes ont le sentiment que les inégalités se multiplient, s'accroissent, et qu'aux inégalités classiques, entre guillemets, pendant pas mal d'années, on employait ce terme-là qui était intéressant, que les inégalités entre classes sociales augmentent à nouveau. Or, le problème, c'est que depuis les années 80, on se rend compte aussi que ce n'est pas seulement les inégalités entre classes sociales, c'est qu'il y a aussi les inégalités qui explosent entre classes d'âge, les jeunes générations qui subissent des processus de précarisation particulières, que ne subissaient pas les générations précédentes, qui avaient en partie des conditions de vie et de travail plus stables, mais aussi les inégalités hommes-femmes, des discriminations particulières qui accroissent également. Et je me permettrai de donner quelques chiffres pour se réveiller un petit peu enfin voilà, donner quelques chiffres un petit peu après. Mais on a aussi une prise de conscience de nouvelles inégalités liées aux discriminations dites racistes. J'y reviendrai après. On se rend compte qu'à classe sociale égale, à métier égal, à qualification égale et à diplôme égal, des personnes, en fonction de leur couleur de peau, de leur origine réelle ou supposée, n'ont pas les mêmes probabilités d'accéder à un emploi alors que leurs qualifications et leurs compétences sont adéquates. Et cette donne-là est une profonde remise en cause de cet idéal égalitaire en tout cas que nous avons, et il n'est pas toujours évident qu'en tant que parents, voisins, professionnels, institutionnels ou élus, nous soyons en mesure de faire face à ces processus qui parfois nous échappent un petit peu. Le terme discrimination, enfin dites-moi si je me trompe, mais il ne me semble pas que c'était un mot clé qu'on abordait régulièrement dans les années 80. Ce n'était pas forcément ce mot-là qu'on employait, donc il est un petit peu obscur pour beaucoup d'entre nous. Et vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. C'est un mot nouveau et on va devoir le redéfinir un petit peu ensemble. Donc du coup, bousculement des questions, accroissement des inégalités, je disais. Je vais me permettre d'en donner quelques-unes. Je suis dans ma petite introduction là. Il y a un premier révélateur des inégalités entre classes sociales, je vais prendre celui-là pour l'instant, qui est la question des inégalités sociales de santé. J'ai travaillé sur les inégalités sociales de santé depuis quelques temps. La santé est un des principaux marqueurs des discriminations et des inégalités vécues. Je rappelle juste au passage qu'il y a un écart de 6 ans d'espérance de vie entre cadres et ouvriers, un écart de 8 ans d'espérance de vie à la retraite sans incapacité entre ouvriers et cadres, et un écart de 10 ans entre cadres et ouvriers tout le temps, sans problème sensoriel ou physique, qu'il soit majeur ou mineur. Autrement dit, si la retraite est à 60 ans, nous n'avons pas les mêmes chances d'accéder au même type de retraite dans un bien-être et dans une santé positive. Alors, d'ailleurs, je dis ça c'est une étude de l'INED et l'INSEE pour ceux qui veulent un peu de 2008, là pour celles et ceux qui voudraient avoir quelques données. Ce qui fait dire à l'OMS, donc l'Organisation mondiale du commerce en 2008, que l'injustice tue à grande échelle. C'est les propos de l'OMS. C'est pas des syndicalistes, c'est pas les partis politiques, c'est l'Organisation mondiale de la santé, donc organisme international très respectable, et qui indique en tout cas que nous sommes confrontés à des inégalités dont il n'est pas évident de pouvoir en saisir d'une part la mesure, mais encore plus de réagir. Or, si on se tient seulement à cette question des inégalités entre classes sociales, je l'ai dit, nous passons à côté d'une grande part de la donne inégalitaire, car l'inégalité n'interroge pas seulement celle entre classes sociales. Elle interroge également, on l'a abordé tout à l'heure, la question des inégalités dites hommes-femmes. Donc j'en rappellerai quelques petits chiffres importants parce que ce n'est pas des moindres. Dans l'enquête ANVEF, donc, qui avait été faite au début des années 2000, une femme sur 10 déclare avoir déjà subi des violences physiques. Une femme meurt tous les 3 jours en France suite des violences conjugales. Mais ce n'est pas seulement sur la question des violences ou du harcèlement dans le monde de l'entreprise, c'est aussi l'exposition à la précarité particulière des femmes. 80% des personnes en situation de sous-emploi sont des femmes, donc selon un rapport du CORIF de 2008. De même que les femmes réalisent plus de 90% des tâches ménagères, donc le travail domestique, qui a beau ne pas être rémunéré, c'est un travail. 90% des tâches ménagères sont réalisées par les femmes. Au pays de l'égalité homme-femme, nous répétons, en tout cas moi depuis que je suis tout petit, on me raconte ça. Donc on se doute bien que, ne serait-ce que la question du travail domestique,
ça pèse sur le vécu d'une femme en situation de formation, de qualification, et qui essaye également de mener sa vie professionnelle et sa carrière. Pardon ? Tout à fait, oui. Donc ça, c'est une donnée assez importante. Et évidemment, elle se mélange à la classe sociale, puisque vous vous doutez que nous n'avons pas tous les mêmes possibilités matérielles. Au plus on monte dans la hiérarchie sociale, au plus des femmes qui sont toujours dominées par rapport au groupe homme, mais qui ont la possibilité de déléguer la responsabilité du travail domestique à des assistantes maternelles, à des femmes dites de ménage, etc. Or, cette réalité-là n'est quasiment pas possible pour grand nombre de femmes de milieux populaires en France. Donc deuxième rapport social, je vais l'appeler comme ça. Le premier, c'était le rapport social entre classes sociales, d'inégalité entre classes sociales. Le deuxième que je viens d'aborder, c'est celui entre rapport social de sexe ou de genre. N'hésitez pas à faire des grimaces quand j'emploie un jargon un peu abstrait, comme ça je comprendrai qu'il faudrait que je m'ajuste un petit peu. Et le troisième rapport social que je voudrais aborder là maintenant, c'est effectivement celui lié aux inégalités racistes. Dans une enquête réalisée par le Bureau international du travail, donc organisme membre de l'ONU également, donc la même chose, c'est pas une association de quartier regardée comme énervée qui exagère à dire qu'il y a des discriminations racistes, etc. Ils ont fait une étude, non pas sur les personnes qui subissaient les discriminations, mais sur les employeurs. Le résultat de cette étude, c'est que 4 employeurs sur 5 disent et assument 4 employeurs sur 5 discriminent à l'embauche selon l'origine. 4 employeurs sur 5. Autant dire que c'est énorme, que c'est vraiment un phénomène massif. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque on peut aussi être une femme de milieu populaire et en ayant une certaine couleur de peau, etc. Ces rapports sociaux inégalités se croisent dans la réalité. Selon une autre étude réalisée en 2009, donc de Deneux et Tarot, elles ont essayé d'interroger la mortalité dite maternelle dans les maternités. Et elles ont montré statistiquement, là cette fois-ci, que la mortalité des femmes noires d'origine africaine subsaharienne est de 5,5 fois supérieure aux femmes françaises et entre guillemets blanches. Donc y compris sur les questions de maternité, mortalité infantile, etc., on a une donnée qui est assez conséquente. Je ne vais pas pouvoir vous donner trop de données sur la question des discriminations racistes, parce que peut-être que vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, mais je vais le répéter. En France, il y a de gros débats au niveau politique et au niveau scientifique pour la mesure des discriminations racistes, ce qui fait que nous n'avons pas d'outils pour objectiver l'ampleur de ces discriminations-là. Autrement dit, en France, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'une personne serait blanche, ça ne veut rien dire être blanc, une personne serait arabe, ça ne veut rien dire non plus être arabe, mais on ne peut pas faire des statistiques pour essayer de différencier l'exposition, l'augmentation des probabilités d'exposition aux discriminations en fonction d'une couleur de peau, même si ça ne veut rien dire. Pourtant, face à un employeur qui discrimine, cette couleur de peau est un facteur sur lequel il s'appuie pour discriminer. Donc on est embêté en matière de discrimination raciste, ça n'existe pas. Et pourtant, ceux qui discriminent s'appuient sur quelque chose qui n'existe pas pour pouvoir le... Je sais pas si... Donc autant vous dire que quand on pense discrimination raciste, c'est nécessairement compliqué pour tout le monde, scientifiques ou acteurs de terrain, parents, etc. Le dernier chiffre que je voudrais donner sur les discriminations liées à l'origine, entre guillemets toujours, c'est une enquête réalisée par des chercheurs du CNRS et du CESDIP, c'est leur laboratoire, bon c'est pas grave. Encore une fois, celles et ceux qui s'intéressent, je pourrais donner les sources. Qui sont posés à Paris, donc à Châtelet, à Gare du Nord, pendant plus d'1 an, avec toutes les caméras de vidéosurveillance, pour essayer de regarder qui était contrôlé par la police et comment, et d'essayer de le traduire en statistiques pour pouvoir comparer. Il y a pas mal de jeunes de quartier issus de l'immigration noire ou arabe, encore une fois entre guillemets, qui disent nous, on nous surcontrôle, les policiers nous surcontrôlent alors qu'on n'a rien fait. Pas mal de gens, ils sont en doute. Pas de fumée sans feu, si on te contrôle, c'est que tu as fait quelque chose. Et donc là, ils ont voulu objectiver tout ça. Et alors, ils ont montré qu'un noir à Châtelet a 11,8 fois plus de chances d'être contrôlé qu'un blanc, 14,8 fois plus de chances pour un arabe. Donc autant vous dire que rien que ça, c'est déjà pas mal. Imaginez-vous, chacun d'entre vous, donc celles et ceux parmi l'Assemblée qui ne sont ni noirs ni arabes, imaginez-vous tous les jours, quand vous allez déposer votre enfant à l'école,
et que parfois, quasiment tous les matins, on vous contrôle pour une raison illégitime. Tous les matins. Et que le soir, les mêmes qui vous ont contrôlé le matin vous recontrôlent à nouveau à la sortie de l'école, puis vous recontrôlent à nouveau quand vous voulez aller au supermarché, puis vous contrôlent à nouveau quand vous rentrez chez vous. Imaginez-vous ce que ça représente, rien que cette petite donnée d'un contrôle quotidien, parfois multiplié, sur le sentiment d'être étranger chez soi, de ne pas avoir le droit d'être chez soi. Puisque si on n'a rien fait et qu'on nous contrôle à ce point-là, c'est bien qu'on est en train de nous... Il se joue autre chose que la question d'un contrôle de police face à un fait de délinquance. Je vais m'arrêter là pour les quelques éléments de cadrage de chiffres, je pourrais en donner d'autres. J'espère que ça permet d'avoir une petite idée rapidement en termes statistiques. Je pourrais croiser d'autres statistiques aux États-Unis. Là, on a le droit d'employer la catégorie race, sachant que les races n'existent pas. Mais ils l'emploient. Ils ont montré qu'une femme blanche de milieu social aisé et un homme noir de classe populaire, pour le dire comme ça, dans un quartier type Harlem, etc., il y a 20 ans d'espérance de vie entre l'une et l'autre aux États-Unis. Et la probabilité de survie après 65 ans d'un homme noir dans Harlem est inférieure aux hommes et aux femmes du Bangladesh. Donc c'est un peu interpellant quand on compare un des pays les plus riches du monde vis un des pays les plus pauvres du monde. Autant dire que la donne inégalitaire produit des résultats plutôt interpellants. Alors cette petite introduction d'éléments de cadrage là-dessus sur les questions statistiques finie, j'aimerais juste poser un fait très important. Dès qu'on parle de discrimination, nous ne parlons pas d'autre chose que d'égalité. C'est la base. On ne parle pas d'un nouveau processus qui concernerait que certains ou que certaines. L'égalité touche tout le monde. Et je vais y revenir parce que ça sera aussi l'objet de mon propos, de vous remontrer que lorsqu'une femme est discriminée sur le marché du travail, je pourrais me dire c'est le problème des femmes, moi ça va, je suis un homme, je suis avantagé là-dessus. Très bien, mais une femme aujourd'hui qui est discriminée sur le marché du travail, cela annonce demain l'augmentation de mes chances à moi d'être discriminée aussi sur le marché du travail. Lorsque des travailleurs immigrés, étrangers, voire même sans papier, sont affectés par un recul de l'égalité de traitement, je vous rappelle que les lois fonctionnent y compris pour les personnes sans papier en France. Il y a des lois en France qui disent que certains droits sociaux, certains droits médicaux sont valables et pour les citoyens ayant la nationalité, ceux qui ne l'ont pas, mais y compris pour ceux qui sont perçus comme illégaux. Donc si on est dans le cadre du respect de la loi, les sans-papiers peuvent se retrouver discriminés en fonction de la loi également. Et mon point de vue à moi, en tout cas, ce que j'aimerais vous partager, en tout cas, c'est qu'y compris quand le droit et l'égalité commencent à reculer pour une frange de la population, ça annonce demain les chances que je sois affecté, même si, a priori, j'étais en situation d'avantage par rapport à ces personnes-là la veille. Et j'essaierai de vous le partager par la suite. Alors, il y a un premier point, je vais essayer d'aller un petit peu vite. Un premier point pour comprendre l'origine, puisque je ne sais plus s'il y a le titre, origine de la lutte contre les discriminations en France et difficultés pratiques. Donc il y a une première origine qui est vraiment très très importante et qu'il faut remonter jusqu'en 1789. Premier moment où, en France, on déclare et on assume et on vise l'égalité entre tous les citoyens. Donc autant vous dire que la lutte contre les discriminations a un héritage long, fort d'ailleurs, et pas sans complications, puisque comme vous le savez aussi peut-être, en 1789, on proclame l'égalité entre les citoyens, mais il y a une opposition dans la société sur qu'est-ce que ça veut dire que cette égalité proclamée. Disons que certains qui ont en partie pris la place des anciens nobles sont d'accord pour proclamer l'égalité abstraite sur le papier, l'égalité politique, mais ne sont pas d'accord pour dire qu'il faut qu'à l'égalité politique s'accompagne l'égalité économique et sociale. Et c'est tout le conflit entre le mouvement ouvrier dont est issue l'éducation populaire, pour la plupart d'entre vous, vous êtes issus aussi de ce mouvement ouvrier, du mouvement laïque, républicain, du mouvement chrétien, etc., qui a interrogé pendant un siècle, voire deux, cette contradiction entre l'égalité proclamée dans les faits, enfin dans les mots, et l'inégalité des conditions de vie socio-économiques qui font que des ouvriers n'ont pas la même
les mêmes possibilités en temps et en argent d'être des citoyens à égalité de participation à la vie démocratique que les autres. Et donc il y a eu une tension, on a appelé ça au XIXe siècle la question sociale, qui a en tout cas fait émerger de grandes passions égalitaires, de grandes passions politiques à partir du XIXe siècle. Donc là c'est Robert Castel et la métamorphose de la question sociale qui l'aborde, et Jacques Donzelot dans Passion sur les essais sur les passions politiques. La question sociale, qu'est-ce que c'est? Pour le dire rapidement, c'est une sorte de pierre d'achoppement sur laquelle bute une société. Et si cette société ne règle pas cette question sociale, elle court le risque de l'explosion sociale ou de l'implosion sociale. Alors, explosion sociale, ça va aller vite. Si je vous dis 1830, mouvement insurrectionnel des milieux ouvriers en France, 1848, nouveau mouvement insurrectionnel, Commune de Paris 1870, puis ensuite on avance un peu, c'est pas forcément des mouvements insurrectionnels, mais c'est une lutte forte pour faire avancer l'égalité, y compris économique. 1936, c'est le Front populaire, certains acquis mai 68, peut-être aussi 1980. Enfin bref, il y a une série de dates comme ça qui est important à avoir. Disons que cette question d'égalité, c'est beau, mais c'est pas facile. Il faut qu'on se mette d'accord, il faut qu'on partage des choses, qu'on partage les contraintes, et puis des fois, on n'est pas tous d'accord pour la même chose. Alors, excusez-moi, mais je fais exprès de resituer cette longue histoire de la question des discriminations dans une histoire profonde, qui est celle de la République, et celle du coup aussi du moment où émerge la valeur égalité sur les frontons de la République qu'on a souligné tout à l'heure. Ça date de ce moment-là. Mais donc il y a effectivement un premier paradoxe qui est celle de l'égalité formelle qui bute sur l'inégalité réelle. On est déjà dans une première contradiction de ce type-là. Et puis le deuxième paradoxe, c'est que cette question d'égalité proclamée entre tous les citoyens, dès la Révolution française, elle a un périmètre restreint. Les citoyens égaux, c'est pas tout le monde. Les citoyens égaux, c'est ceux qui ont le droit de vote, ceux qui sont perçus comme des citoyens, donc sont exclus après la Révolution française les femmes qui n'ont pas le droit de vote, en tout cas qui ne sont pas citoyens, les jeunes qui ne sont pas citoyens non plus, les pauvres qui n'ont pas les moyens d'acheter le droit de vote. Parce que je vous rappelle que le droit de vote universel, là, c'est Général de Gaulle, c'est les années 1962, je crois, quelque chose. C'est très récent. Avant, on appelait ça le suffrage censitaire. C'est ceux qui ont les moyens de voter sont des citoyens, les autres pas. Et sont exclus également de la citoyenneté, donc les résidents de nationalité étrangère, et plus encore, du coup, les citoyens de l'empire colonial, exclus donc de la citoyenneté également. C'est important d'entendre ces éléments-là, parce que du coup, il y aura des combats égalitaires par chacun des acteurs dont je viens de parler, avec des tensions, des histoires qui se croisent parfois, des éléments de théorie qui se croisent. Tiens, Olympe de Gouges, au XVIIIe siècle, c'est une des premières penseuses féministes en France, on ne la connaît pas, et pourtant, les mouvements anti-esclavagistes ont aussi entendu parler des écrits d'Olympe de Gouges, qui pourtant parlaient des femmes, et ça a nourri leur combat aussi pour l'égalité, etc. Donc les mouvements se croisent, ils ne sont pas opposés. Il n'y a pas concurrence des inégaux, mais il y a parfois coopération active des inégaux entre eux. En tout cas, depuis ce moment-là, donc là maintenant on est parti loin dans l'histoire, mais maintenant je vais accélérer assez rapidement. Pendant 2 siècles, on a plusieurs acteurs du coup de cette passion égalitaire que sont les mouvements féministes et les mouvements de femmes, parce qu'avant elles étaient pour l'égalité homme-femme, elles s'appelaient peut-être pas féministes. On a toute l'histoire du mouvement ouvrier dans sa grande diversité, et on a effectivement aussi les combats des mouvements de jeunesse. En symbole, on peut prendre mai 68 pour aller vite ici, qui est quand même le moment clé dans l'histoire commune, dans les repères qu'on a, où la jeunesse dit arrêtez de nous traiter comme des enfants, quand bien même on a 25-30 ans, nous sommes en situation d'âge mûr, de prendre nos responsabilités et de prendre la relève pour construire le pays, le bâtir et aller dans une direction que nous choisissons ensemble. Donc il y a eu des petites discussions, on va dire ça comme ça, entre les générations entre elles, qui a permis une autre conception de la jeunesse, etc., en tout cas à cette époque-là. Et bien évidemment, on a aussi donc ce 4e rapport social inégalitaire qui a aussi remis en cause l'exclusion de la citoyenneté des citoyens regardés comme des indigènes, c'était le terme officiel de l'époque de l'Empire colonial, jusqu'aux indépendances, dans les années 50, 60, 70. C'est important ces petits éléments-là, même si c'est pas... il faudrait que je développe plus pour qu'on soit plus clair ensemble, mais pour montrer que la question de l'égalité, des combats pour l'égalité, elle a plusieurs foyers
qui se croisent à un moment donné. Donc ça, c'est pour la grande histoire, donc fin de la première partie. Deuxième partie, l'origine de la lutte contre la discrimination un petit peu plus récente. Entendons-nous ensemble, alors encore une fois, les sociologues, on aime bien faire ça, on caricature un petit peu le réel pour simplifier son entendement. Ça ne veut pas dire que quand on donne une date à ce moment-là, que c'est seulement après la date que les gens se sont mis à réfléchir sur une question. Non, pour qu'il y ait une politique publique qui émerge à un moment donné, il faut bien qu'avant, il y ait des gens qui aient réfléchi à la politique publique, qui ont dit ça va pas, comment on fait, qu'il y a des commissions de travail, etc. Et le résultat de cette mobilisation fait émerger une loi, par exemple, à un moment donné. En tout cas, on a, et assez souvent dans les formations sur la discrimination, on va vous dire ça, c'est parce qu'il y a eu une loi par en haut, notamment les lois contre l'exclusion, les lois dites Aubry, qui commencent à poser la question en 1998 de la question des discriminations, puis de l'introduction du droit communautaire, donc le droit européen. Et c'est l'Europe qui vient, alors souvent on nous dit l'Europe a voté une loi et puis on l'a fait passer dans le dispositif législatif. C'est pas si simple que ça. Pendant 10 à 20 ans, l'Europe disait à la France, sur la question des discriminations, vous êtes à côté de la plaque. Et l'Europe, au cours des années 2000, a contraint la France à prendre en compte la question de la discrimination dans son outillage juridique. Je ne sais pas si je suis clair là-dessus, mais c'était pas si évident que ça, et on a été un peu contraint, donc il fallait bien rattraper après, parce qu'on n'a pas bossé la question pendant longtemps. Ça, c'est la première racine, celle qui vient d'en haut. Mais une autre racine, celle qui vient d'en bas, elle démarre dès 1983, voire même avant ça, avec la lutte des citoyens de France, mais peut-être de nationalité étrangère, qui étaient les travailleurs immigrés des foyers Sona-Cotra, qui étaient les travailleurs immigrés de Renault, de PSA, qui étaient les mineurs marocains avec qui j'ai travaillé dans les mines du Nord ou d'Alsace-Lorraine, et qui disaient il y a un droit qui fonctionne pour tous les mineurs, et nous on a un droit à part, on a un traitement d'exception qui ne nous permet pas d'accéder à l'égalité comme les autres. On a eu ces premières mobilisations. Pour le moment, juste pour qu'on retienne, on va dire que c'est la mobilisation des parents, les premières arrivées. Et puis après, en 1983, il y a eu les mobilisations des jeunes générations, celles de leurs enfants, qui étaient pour la plupart des citoyens de nationalité française et d'autres des citoyens nés en France, mais de nationalité étrangère, puisque leurs parents étaient étrangers. En tout cas, 1983 et la marche pour l'égalité et contre le racisme, c'est le moment où la société française se prend une autre claque, avec des jeunes et des moins jeunes, de toutes les couleurs, qui avancent pour dire nous sommes d'ici, ici c'est chez nous, et nous devons avoir accès à l'égalité des droits, à l'égalité juridique, comme tout le monde. Et la société française découvre, entre guillemets, c'est plus compliqué que ça, elle le savait déjà avant, mais on va dire que elle, la société française, se rend compte à un moment donné, on a une nouvelle réalité. Oui, la France est en train de changer. En fait, elle est composée d'une pluralité de citoyens avec des appartenances diverses et variées. Et donc, en fait, depuis 1983, on a sans cesse des mobilisations dans les quartiers populaires, de jeunes et de moins jeunes, pour alerter sur la question des inégalités de traitement en fonction notamment de l'origine et de la couleur de peau, etc. Sauf que c'est pas parce qu'il y a mobilisation par en bas qu'il y ait donc automatiquement prise en compte des revendications par la suite. Ça mettra du temps, et ça mettra d'autant plus de temps qu'il y a un véritable malaise, c'est que la plupart de toutes ces mobilisations-là sont toujours précédées, quasiment à chaque fois, 1983 c'est le cas, de crimes racistes, d'assassinats, d'un voisin qui prend la carabine et qui tire sur le jeune parce que c'est un noir ou un arabe, d'un colleur d'affiche à Marseille qui se fait abattre par un militant du Front National, ou de jeunes qui se retrouvent à être en situation de conflictuelle avec en tout cas des vigiles ou des policiers, et il y a des jeunes qui décèdent des suites d'une rencontre avec la police. Je vais le dire comme ça de manière très euphémisée. Mais en tout cas, après ça, il y a grande colère et explosion urbaine. C'est la naissance en politique des politiques de la ville, avec systématiquement à une émeute, ce qu'on appelle émeute, il y a mise en place de dispositifs d'action sociale, de soutien, d'action culturelle, de projets, etc., de réaction, etc., à chaque fois. Je ne sais pas si je suis clair là-dessus, mais c'est extrêmement important. Parce que de cette dynamique-là
va s'accumuler au fur et à mesure de l'histoire, et j'y reviendrai après, jusqu'à la grande explosion sociale de novembre 2005. Je ne sais pas si tout le monde l'a en tête, mais là où il y a eu 2 jeunes qui ont fui suite à de la police qui voulait les contrôler. Ils ont fui par peur, se sont cachés dans un transformateur EDF, et il y a eu 2 morts et un troisième grièvement blessé. De là, pendant 3-4 semaines, je ne sais plus, c'est 3,5, 3,6, je ne sais plus très bien, mais on a environ 400 quartiers populaires en France où ça a brûlé, et c'était la première fois, puisque d'habitude, quand c'est à Lyon qu'il y a un problème, ça brûle à Lyon et pas ailleurs. C'était la première fois qu'ailleurs, partout en France. Du coup, je sais que dans le Nord-Pas-de-Calais, y compris dans des endroits qui ne sont pas spécialement des banlieues, c'est en milieu rural, là, ça a brûlé ici ou là, mais pas seulement en France, en Belgique, en Allemagne, en Autriche, en Argentine, en Grèce, dans d'autres endroits, des gamins sont retrouvés à brûler aussi en disant nous avons le sentiment de vivre la même chose que vous et c'est plus possible. Donc là, il y a quand même un fait social massif qui est complètement déstabilisant pour tous les observateurs, y compris les sociologues. Alors pas tous, mais certains qui étaient aussi dépassés un peu à côté de la plaque sur cette histoire-là. En tout cas, on se retrouve à être interpellé par le réel pour réinterroger cette fameuse question sociale qui n'est plus liée seulement à la question des inégalités socio-économiques classiques. La question sociale prend une autre tournure et elle interroge également la question des discriminations liées à l'origine, mais aussi des discriminations sexistes, même si, à ma connaissance, et là je veux bien avoir quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi me reprendre, on n'a pas de situation de mobilisation de type violent de la part des femmes de manière extrêmement visible collectivement face à une injustice de ce type-là. La domination masculine a ceci de spécifique qu'elle crée aussi les conditions du silence des personnes discriminées autrement que pour d'autres personnes discriminées en tout cas. Alors, j'espère que ça va à peu près sur cet élément-là. Pourquoi je réinsiste à la fin sur la question des discriminations racistes? Parce que vous allez le voir dans la journée, on va aborder beaucoup de discriminations différentes. Il y aura plein de critères. Et je veux juste qu'on ait ensemble en tête l'histoire de la mobilisation, y compris institutionnelle. La directive européenne dont je vous parle s'appelait la directive race. Le point d'entrée sur le moment où les politiques publiques doivent s'emparer de la question des discriminations, elle se fait d'abord sur la question des discriminations racistes. D'accord? Et on verra ensuite comment la discrimination a été un nouveau mot, un nouvel élément de repère qui a permis à d'autres mouvements égalitaires pour faire avancer l'égalité, là où quelque part, avant, on manquait peut-être d'un outil pour comprendre un peu plus finement comment se construisaient les processus inégalitaires et discriminants. D'accord? Donc du coup, le mouvement féministe a pu s'emparer pleinement de la question des discriminations. Le mouvement des gays et lesbiens, lui aussi, a pu s'emparer pleinement de la question des discriminations. Une partie du mouvement ouvrier a pu aussi s'emparer autrement de la question de l'inégalité avec la discrimination, la jeunesse pareil, bref, y compris les associations de parents handicapés, ont pu s'emparer autrement du vécu de leurs enfants et comment les institutions médico-sociales prenaient soin d'eux, avec cette prisme discrimination qui permettait en tout cas d'avoir de nouveaux repères sur une base, cette fois-ci, non plus seulement d'injustice ou d'humiliation un peu abstraite, mais juste de dire, c'est bon, on peut aussi reposer entre nous comment on recrée les conditions de l'égalité dans notre manière de travailler, etc. Et que c'est quelque chose de pas simple. En tout cas, ça a été aussi un outil de travail pour pas mal de personnes qui voyaient plus tout le temps clair, en tout cas dans leur pratique au quotidien pour avancer. C'est compliqué, je sais plein de choses, mais je sais pas quoi faire. Vous êtes sympas les sociologues là, à venir nous expliquer plein de processus compliqués, mais moi sur le terrain, quand je dois avancer, monter mon projet ou faire que ça avance, vos outils là, ça m'aide à rien du tout. Donc comment je fais pour avancer? Et là, en tout cas, l'outil discrimination a pu permettre de faire avancer un petit peu les choses. Alors, mettre du temps, j'en suis où à peu près? C'est vrai? Très bien. C'est très bien. Le troisième élément, troisième partie, sur l'évolution plus récente de la question de la lutte contre les discriminations, permettez-moi un instant de rester sur la question des discriminations racistes, et vous allez voir par vous-même que si on prend n'importe quel critère de discrimination, ce que je vais dire maintenant, ça fonctionne également. La lutte contre les discriminations, c'est aussi l'évolution, c'est aussi le résultat d'une évolution historique de notre manière de comprendre. Donc pour cette fois-ci, je vais parler du racisme, mais vous pouvez entendre sexisme si vous voulez.
Pendant longtemps, on a considéré que la lutte contre le racisme en France, notamment après la Seconde Guerre mondiale, c'était la lutte contre le racisme dit idéologique. C'est le racisme intentionnel, un racisme politique. En gros, c'est les nazis, les fascistes, l'extrême droite, etc. C'est les grands méchants racistes ou colonisateurs. Et il faut qu'on lutte ensemble contre ce racisme-là avec toutes les conséquences que ça peut avoir dans la vraie vie. Ça a été une première phase d'antiracisme, on va dire ça comme ça. Sauf que du coup, à cette première phase qui a duré en gros de 45 jusqu'aux années 80, on s'est rendu compte que ça suffisait pas de dire ça, puisqu'en fait, on passait à côté d'une autre forme du racisme. Le premier s'appelle le concept, on dit ça, c'est le racisme idéologique. Le deuxième, c'est le racisme préjugé. Qu'on pouvait être profondément dans nos convictions antiracistes, opposés fondamentalement au racisme idéologique, et pourtant être quand même traversé par une série de préjugés racistes, de façons de penser qui ne correspondent pas à nos valeurs, mais pourtant, puisqu'elles sont présentes dans la société française, elles sont aussi présentes en nous. Et ça, c'était quelque chose de nouveau, plutôt déstabilisant. Les grands méchants avant, c'était eux, là, les minoritaires, et maintenant, on se rend compte qu'en fait, c'est transversal à la société française, et c'est pas si évident que ça de pouvoir regarder pour avancer, bah tiens, moi aussi, je peux être traversé par des clichés, des stéréotypes, etc. Deuxième phase de la mobilisation contre le racisme, la lutte contre le racisme préjugé. C'est les années 80, c'est les actions interculturelles, c'est les actions pour la tolérance, la connaissance des cultures, l'amitié entre les peuples, etc. C'est tout ce moment-là. Je refais le parallèle sur le sexisme. On est dans la même dynamique. Il suffit d'expliquer aux hommes qu'ils ont des préjugés sexistes, etc., pour que les hommes, mon Dieu, mais je ne m'en étais pas rendu compte en fait, que ma femme bossait 90% des tâches ménagères et qu'il faut que maintenant on partage un petit peu. Je fais ça exprès un petit peu en provoquant, vous vous en doutez. En tout cas, on a des années 80 jusqu'aux années 2000 été un peu dans cette action éducative. Il suffit de s'éduquer les uns les autres, de se sensibiliser à l'inégalité pour que les discriminations reculent et l'égalité avance de nouveau. Or, troisième enseignement, en fait, ça ne suffit pas seulement de lutter contre les préjugés. Ce n'est pas seulement un problème de connaissance, c'est aussi un problème de pratique. Pour le dire autrement avec les mots des mineurs marocains, j'aime bien faire ça moi souvent dans mon travail pour dire que parfois de l'intelligence populaire, y compris chez des gens qui n'ont pas fait beaucoup d'études, est parfois très très fine par rapport aux difficultés qu'on a chez les collègues qui ont fait beaucoup d'études. Un mineur marocain disait mais faites ce que vous voulez, moi je vous demande pas de connaître toutes mes recettes de cuisine, de connaître ma culture et mes bouquins par cœur, peut-être même de connaître ma religion, etc. C'est pas ça que je vous demande, ça changera rien de mes conditions de vie et de mes difficultés à vivre au quotidien. Ce que je veux, ce qu'on veut nous, c'est de l'égalité de traitement et de l'accès aux droits. Après, si vous avez envie, venez, je vous invite à manger à la maison, on partagera des choses à l'ancienne aussi, comme dans pas mal de territoires populaires, en milieu rural ou milieu urbain. C'est par le vivre ensemble concret, pas en objectif. On vit ensemble concrètement, donc on apprend à se connaître. Mais ça, c'est autre chose. Je ne sais pas si je suis clair là-dessus, parce que c'est vraiment important cette distinction sur la question du racisme pratique. Et le racisme pratique, du coup, pour développer un petit peu le concept, historiquement, c'est les insultes racistes, c'est la ségrégation, c'est les ghettos, l'apartheid en Afrique du Sud, c'est les lynchages, mais c'est aussi les discriminations. Les discriminations, c'est un acte pratique, concret, qui va influencer la trajectoire de vie d'une personne. Et une discrimination, elle peut être motivée par du racisme idéologique, intentionnel, volontaire, mais parfois pas du tout. Elle peut être motivée par des préjugés, ou en tout cas se fonder sur des préjugés, mais parfois pas du tout. Elle peut aussi être complètement involontaire, sans être nourrie d'un racisme des idées quelconque, mais uniquement être basée dans des modes de fonctionnement concrets, des procédures, etc. Je vais vous donner un exemple concret de cette chose-là, parce que là, je peux partir dans des trucs un petit peu abstraits. Dans une réunion d'un centre social, au moment où on regarde les agendas, vous savez tous autant qu'on est que trouver des réunions, c'est compliqué. À chaque fois, à la fin, comment on va faire? Ça fait déjà une demi-heure qu'on essaie de trouver une réunion en commun. Et puis le moment vient où on trouve un créneau enfin ensemble. Et puis le créneau qu'on a trouvé, c'est de 16h30 à 18h30. Donc ça, c'est dans cette réunion-là. Et puis je vais dans une autre réunion, et là, cette fois-ci, c'est à partir de 20h30, de 21h qu'on va réussir à faire la réunion, le soir, etc. On fait ça, et puis on se rend compte qu'en fait, les femmes sont jamais là dans nos réunions.
Et donc on se dit, mais les femmes, il faudrait peut-être quand même qu'elles s'y mettent. Oui, mais bon, disons qu'historiquement, on les a pas éduquées à s'intéresser à la politique. Donc il faudrait qu'on les sensibilise un petit peu, qu'elles fassent des efforts, qu'on trouve le moyen, puis les stimuler un peu, etc. Et puis là, en principe, dans ces réunions-là, à un moment donné, il y a toujours au moins une femme ou deux ou plus, en fonction de combien elles ont réussi à réussir à accrocher au créneau de réunion disponible, et qui font, eh, vous êtes bien sympas les gars là. Mais à 16h30, qui c'est qui va s'occuper des gosses? Qui c'est qui fait... Pourquoi on se retrouve à pas être là aux réunions de 16h30? Et le soir, quand c'est à 20h30, 21h, qui c'est qui s'occupe des gosses aussi dans cette société française parfaitement égalitaire sur la question du travail domestique? Donc là, on a bien un exemple, j'espère que dans mon raisonnement je suis clair, où il n'y a pas du tout de volonté quelconque de faire en sorte que les femmes n'accèdent pas. On est juste sur une contrainte concrète, des agendas disponibles les uns et les autres, et c'est cette manière d'organiser les réunions, en se basant sur l'agenda, qu'on se retrouve finalement à discriminer les femmes et à faire en sorte qu'il y ait une exclusion massive des femmes et régulière de certaines réunions. Donc les discriminations, elles visent à interroger ça aussi. Que ce soit sur le sexisme ou sur le racisme, il n'est pas nécessaire qu'il y ait forcément intentionnalité pour qu'on puisse avancer. Et je me permets d'insister sur cet élément-là fondamental. Si je pense qu'il est nécessaire qu'on regarde aussi ce que le sexisme en tant qu'idéologie, le racisme en tant qu'idéologie, a parfois laissé comme trace dans notre manière de penser ou notre manière de faire, j'aurais envie de dire comment le racisme parfois s'invite chez nous sans qu'on l'ait autorisé. Je pense qu'il faut qu'on fasse ce travail-là pour regarder humblement et simplement comment il est rentré en nous. Il faut aussi qu'on puisse regarder que parfois c'est aussi inconsciemment qu'on se retrouve à pouvoir être discriminant. Et là, ça change toute la donne. Parce que si on comprend ça, alors on se relaxe un petit peu aussi. Et quand on va devoir travailler sur les discriminations racistes, on ne va pas être dans une logique de on va se distribuer les bons points entre ceux qui pensent de travers et ceux qui sont bien parce qu'ils ont lu plus de livres. Non, 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 on n'est pas comme ça, là on peut se mettre un peu plus en situation d'égalité face à ces questions-là, parce qu'y compris chez les sociologues spécialistes des discriminations, je peux vous dire que les processus discriminants, il y en a aussi. Donc il ne suffit pas d'avoir lu plein de bouquins pour que dans la pratique, on arrive à s'en sortir sur les fonctionnements. Merci. Alors du coup, pour conclure, je voudrais poser quelques-unes des difficultés, parce que moi, du coup, ça fait à peu près 10 ans que je suis, en tout cas, que je travaille sur ces questions de discrimination raciste avec des professionnels, etc., discrimination sexiste. On appelle ça, nous, dans notre jargon, du coup, discrimination multifactorielle, mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose, tout ça. En tout cas, c'est à l'étude de tous les processus inégalitaires. Et on a repéré, en tout cas, je me permets de vous en partager quelques-uns, plusieurs problèmes, difficultés qu'on a quand on veut commencer à agir pour l'égalité concrètement. Eh bien, la première, elle date pas des acteurs, elle n'est pas le fait des acteurs de terrain. Elle est aussi sur le fait que on a souvent recours aux experts, universitaires ou autres, pour pouvoir agir et mettre du cadre. Or, le problème, c'est que beaucoup d'entre eux n'ont pas toujours d'expérience de terrain pratique, et que le savoir, qui a beau être très intéressant, plein de concepts, etc., ne rencontre justement pas nos situations concrètes de travail, de vie et de questionnement, et qu'on est enquiquiné, pour le dire comme ça, pour faire le lien entre ce savoir-là et le savoir ordinaire que nous avons de nos difficultés. Donc c'est pas une petite chose. Pour le redire autrement, je pense qu'il est important qu'on se dise que quand une parole d'expert ne nous parle pas, c'est parce que sa parole n'est pas claire et non pas parce qu'on n'a pas compris. D'accord? Je pense que c'est vraiment fondamental de pouvoir se réasseoir ensemble sur notre savoir. Et après, c'est pas de la faute à l'expert non plus. Son travail, il est organisé comme ça. Mais comment on fait ensemble pour articuler les savoirs pour faire avancer le réel pratique? Le deuxième point de questionnement est celui de deux types d'approches qui me paraissent insuffisantes quand on veut travailler sur les discriminations. Donc je les ai déjà abordées un petit peu tout à l'heure, donc je ne vais pas aller trop dans le détail. Mais une première approche qui est l'approche juridiste, l'approche juridique et l'approche légale. C'est interdit, donc ça ne devrait pas arriver. Et si vous êtes témoin de ça, eh ben, allez en justice et portez plainte. Comme si c'était si simple que ça, et comme si on ne possédait pas les acquis du mouvement féministe pour nous dire que le viol est interdit en France, le harcèlement est interdit, pourtant il y a très peu de femmes qui portent plainte, il y a très peu de femmes qui se mobilisent et qui arrivent à agir pour aller jusqu'au bout des poursuites. Donc l'approche légale seulement, je ne dis pas qu'il ne faut pas connaître le droit, hein, attention, mais l'approche légale seulement est une approche clairement insuffisante pour pouvoir penser les discriminations. Et elle est d'autant moins insuffisante qu'une partie des discriminations peuvent être
dans un cadre légal, mais non légitime. Alors je me permettrai de vous donner juste un exemple là-dessus qui pourrait demander beaucoup de débats, etc. Mais la question de l'exclusion du droit de vote pour les citoyens résidant en France depuis 60 ans, parce qu'ils ont une nationalité extra-communautaire au niveau européen, parce qu'ils sont algériens et marocains, etc., c'est un type de discrimination tout à fait légal. Alors qu'un Allemand, un Anglais, un Suédois, bref, qui est la citoyenneté, enfin une nationalité européenne qui est là depuis plus de 6 mois, lui peut voter localement aux élections. C'est important ça. Je sais pas, après on peut être d'accord ou pas d'accord, il y a plein d'enjeux derrière, etc. Mais juste pour vous dire que là, on a quand même une distinction de traitement entre les citoyens qui sont de fait des citoyens français. Après 60 ans, quand on vit sur un territoire, on appartient socialement bien plus au territoire dans lequel on vit que dans le territoire d'origine dont on ne connaît peut-être plus grand-chose d'évolution du pays d'avant. Oh, petite anecdote rigolote, parce que là, en ce moment, je travaille sur on fait une action recherche dans le bassin minier, là, près d'Hénin-Beaumont, là, où il y a tous les affrontements avec Marine Le Pen et tout ça. Et du coup, il y a des collègues algériens qui nous montrent, enfin, moi, je suis issu de l'immigration polonaise, pardon. Et en fait, on rigolait, parce qu'on s'apercevait qu'ils étaient beaucoup plus polonais que moi. C'est-à-dire qu'à force d'avoir vécu dans des quartiers où il y a tellement de Polonais, ils connaissent des mots, ils emploient des mots tous les jours, y compris quand ils sont entre Algériens, ils utilisent des mots polonais pour parler, parce que maintenant ça fait partie de leur culture locale. Au niveau culinaire, ils connaissent plein de plats polonais, beaucoup plus que moi, et du coup c'était pour moi une belle illustration de comment fonctionnait par en bas le vivre ensemble et le moment où on commence à avoir une appartenance et une identité commune. Donc je trouvais ça assez drôle. Que quelque part, lui, il pouvait plus se porter que moi, fier de mes racines polonaises. Enfin, ça devenait un peu rigolo, mais c'est pas que drôle parce que en fait, c'est assez sérieux ce qui joue là-bas, derrière ça. La deuxième, un autre point donc, que je voulais questionner, c'est une approche idéaliste qui fonctionne uniquement par la formation ou par la sensibilisation sur les préjugés ou même sur une formation sur les mécanismes des discriminations. Et on pense que ça va changer le réel dans les pratiques. Si c'est un support extrêmement important, m'est d'avis qu'une des raisons pour lesquelles la lutte contre les discriminations peine à avancer, c'est qu'on peut multiplier pendant 30 ans des colloques, des formations. Alors moi, quand je vous dis ça, je suis en train de flinguer mon métier. Hein. Je vais perdre de l'argent et tout ça. Mais n'empêche qu'on peut multiplier pendant 30 ans des formations, des colloques, etc., à parler des discriminations, à former des gens, à sensibiliser, sans que sur le réel, tant qu'on ne touche pas aux pratiques concrètes, finalement, l'égalité, elle peut continuer à reculer beaucoup. Un troisième frein que j'ai pu identifier, c'est l'approche éducative. Alors attention, en fait, je devrais dire éducatrice, éducationniste ou je sais pas quoi, mais on va dire que c'est une dérive de l'approche éducative qui consisterait à dire, par exemple, en termes de posture, dans mon rapport à vous, je suis sociologue, je sais plein de choses et je vais vous expliquer à vous comment vous êtes raciste et sexiste quand moi je suis quelqu'un de bien et je vais vous prendre de haut et je vais vous considérer un peu comme des enfants, des bouteilles vides qu'il faut remplir comme si vous n'aviez pas vous-même de savoir, y compris de savoir en matière d'égalité, et qu'il faut que je vous apprenne la vie et que je vous explique comment ça se passe. Autant vous dire que si je me comporte comme ça, je vois qu'il y en a plein qui se marrent, qui ont les dents qui se lèvent, vous avez envie de m'arracher la bouche, quoi. D'entrée de jeu, ça ne sera pas possible qu'on ait une relation de travail sereine pour avancer sur les questions d'égalité si jamais je vous prends de haut comme ça. Et pourtant, pas mal de fois, on se retrouve à avoir cette posture de personnes qui savent vis-à-vis de personnes qui sont censées ne pas savoir. Je ne détaille pas plus, je crois que vous m'avez très bien compris. Ensuite, quatrième point de difficulté pratique, le critère légal en France de lutte contre les discriminations comporte, Émilie, c'est bien 18 critères. Hein, c'est ça, parce que j'essaye jamais de le retenir, tellement pour moi ça n'a aucun sens. Essayez-vous, dans une association sur 1 heure, d'élaborer un plan d'action qui interroge à la fois les politiques publiques dans le secteur sanitaire, les politiques publiques de prévention, les politiques publiques de rénovation urbaine, les politiques publiques de scolarité, les politiques publiques d'économie macro, les politiques publiques de prévention de la délinquance, bref, que je vous mette 18 critères de politique publique, essayez de ressortir de la réunion avec un plan d'action opérationnel. Bon courage. Bon courage, c'est pas possible. Donc, pour reprendre un concept théorique que j'affectionne particulièrement, qui est un proverbe dans les milieux populaires, où on dit « qui trop embrasse, mal étreint ». À trop vouloir en faire, on ne travaille plus aucun de ces critères de manière satisfaisante, ce d'autant plus que
de manière fine, les processus ne sont pas les mêmes. Je le dis souvent sur la question du handicap, je ne trouve pas sérieux, si on veut penser réellement la question de la manière dont sont traitées les personnes en situation de handicap, je ne trouve pas sérieux qu'on puisse le cumuler avec une approche du sexisme, du racisme, etc. La question du handicap est tellement complexe, en tout cas à mon avis, qu'il faut peut-être d'abord la travailler sérieusement à part entière, pour qu'ensuite on commence à faire des ponts entre les autres processus égalitaires, etc. Mais d'avis que comme je vous ai souligné que la question des discriminations racistes était en fait le cœur depuis 30 ans, qui fait qu'aujourd'hui on parle de discrimination raciste, à force de parler des 18 critères, comme par hasard, la question des discriminations racistes fait partie des critères qu'on ne travaille plus et qu'on n'a pas suffisamment travaillé. Et ça, je vous dis, ça fait 10 ans de travail, en tout cas où nous on avait commencé à aborder les 18 critères, et finalement on a arrêté pour en tout cas se décider ensemble de n'en travailler que 4. Et effectivement, les inégalités socio-économiques entre classes sociales, la question du sexe, du genre et des sexualités, la question de l'âge, puis, donc j'en ai oublié un, la question des discriminations racistes liées à l'origine, etc. Qu'on travaille au moins cela, et qu'on puisse voir après comment les uns et les autres peuvent s'articuler. Et le dernier point, qui n'est pas des moindres, donc mon 5e point, celui-ci, il interroge les capacités des acteurs que vous êtes à pouvoir vous emparer de la question des discriminations racistes, de dégager, enfin des discriminations en général, excusez-moi, là il faut que je réélargisse, des discriminations en général, quand vos propres conditions de travail sont mises à mal dans un contexte de réduction des financements publics, dans un contexte de transformation profonde des manières dont se constituent les actions sur lesquelles vous travaillez. Pour le dire rapidement, et on ne sera peut-être pas tous en accord avec ça, on pourrait en débattre en tout cas si vous voulez, mais en tout cas, pour simplifier, il y a un renversement depuis 30 ans de la manière dont se construit l'action associative et l'action publique. Pendant pas mal de temps, on commençait d'abord à être à l'écoute des gens sur le terrain. De là, on commençait à identifier des besoins qu'on formalisait. De là, on commençait à se dire en fonction des besoins, qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à ces besoins et améliorer la situation. Puis de là, on allait voir des financeurs pour trouver comment financer tout ça et pouvoir agir sur la durée. Depuis les années 80, et l'instauration, pour le nommer, alors je ne sais pas si c'est un peu, si je sors un petit peu de la question, le cadre d'aujourd'hui, mais avec l'introduction en tout cas d'un certain néolibéralisme, y compris dans l'action publique, y compris les institutionnels et les élus sont bien embêtés pour pouvoir connecter les politiques publiques avec les besoins du terrain dont ils se sentent de plus en plus éloignés, puisque avec les démarches d'appel d'offres, les démarches d'appel à projets, on élabore des besoins conçus et perçus par en haut, et ensuite on demande aux acteurs de créer des budgets, maîtriser les mots, on en rigolait tout à l'heure là, il y a des mots-clés qu'il faut pouvoir employer dans un projet. Il y a des mots qui sont bidons, qui ne veulent rien dire, proximité, territorialité, je ne sais pas s'il y en a d'autres encore, le lien social, qui peuvent avoir du contenu. Quand je dis qu'ils sont bidons, je vais un peu vite, c'est de la provocation, on y met tous un peu de contenu dedans. Mais en tout cas, on se retrouve à devoir rentrer dans le cadre des financements publics, et du coup, c'est finalement un renversement de la manière dont sont construits les politiques publiques ancrées par les besoins. Et donc, pour terminer, juste pour dire que sur la lutte contre les discriminations, pendant pas mal d'années, on a d'abord financé des actions sur l'interculturalité. Puis ensuite, on est venu sur des actions financées sur le vivre ensemble, en disant ça ne va plus du tout ce que vous faisiez depuis quelques années, l'interculturalité c'est n'importe quoi, il faut qu'on vous forme sur les acquis de la sociologie pour repenser une action qui va faire reculer les discriminations, puisque l'action réalisée sur l'interculturel c'est complètement à côté de la plaque. Ah bon d'accord, ok, c'est le vivre ensemble maintenant. Et puis 1 an, 2 ans, 3 ans après, il faut qu'on rechange, maintenant ça va être la question sur la diversité. Vous étiez complètement à côté de la plaque quand vous travailliez sur la question du vivre ensemble et de l'interculturalité. Maintenant, il faut qu'on aille sur la question de la diversité. Donc on va rechanger tous les mots, etc. pour rentrer là-dedans. Et puis on a rechangé les choses. La question sur la diversité ne fait pas avancer la donne égalitaire. Il faut maintenant que nous parlions de discrimination. Et donc maintenant, on va s'orienter là-dessus à coup de nouveaux colloques, nouvelles formations, nouvelles choses, etc. Et puis, l'espace de quelques années, il me semble, on est revenu de nouveau sur la diversité, parce que finalement, discrimination, bon, bref, on revient sur diversité. Et puis finalement, on a quand même discrimination, il y avait pas mal d'acquis, c'était quand même intéressant. Il faut qu'on revienne sur discrimination, mais maintenant, on ne va plus être sur la lutte contre les discriminations, on va être sur la prévention des discriminations.
bref, excusez-moi de titiller, y compris certains de mes financeurs, mais que l'on soit financeur, que l'on soit acteur de terrain, etc., nous sommes, enfin, il me semble qu'on a un devoir de modestie aussi. Lorsqu'on va voir les acteurs, moi je dis en tout cas mes collègues sociologues, là je les engueule à chaque fois qu'ils font ça, c'est pas juste d'aller voir les acteurs de terrain en les critiquant sur les mots clés qu'ils emploient, quand on sait que ces mots clés sont les mots d'entrée par lesquels ils ont été financés et que l'action des acteurs de terrain est structurellement définie par l'état des politiques publiques. Donc, du coup, pour terminer là-dessus, il me semble qu'il y a 3 éléments de chantier différents qu'il faut qu'on puisse interroger quand on travaille sur les discriminations. Oui, je pense que si on a un centre social et qu'on veut travailler sur les discriminations auprès de jeunes, oui, il faut avoir des actions de sensibilisation aux discriminations auprès des jeunes. Mais on ne peut pas se limiter au fait d'aller dire aux jeunes qu'ils ont des préjugés dans la tête et que le problème vient d'eux, quand la plupart des jeunes n'ont aucun pouvoir dans leurs mains pour influencer l'état de la société. Je pense qu'il faut aussi que nous puissions regarder les processus quotidiens ordinaires dans nos pratiques de professionnels, qu'on se regarde nous-mêmes, pour leur dire comme ça qu'on serve la merguez à soi-même, et qu'on regarde comment dans nos fonctionnements, quelles sont les actions que nous montons, et comment se fait-il que depuis 30 ans, en fait, nous n'avons jamais interrogé notre propre contribution au sexisme quand les seules activités que nous proposons aux femmes de plus de 40 ans sont les activités cuisine, fitness, couture, et je ne sais quelle autre activité. Là, ce n'est pas les jeunes qui sont sexistes et machos parce qu'ils écoutent trop de rap. C'est nous qu'il faut qu'on regarde dans ce qu'on produit, entre guillemets. Autrement dit, il faut interroger aussi là l'offre d'activité et pas seulement la demande d'activité. Et donc le 3e niveau d'interrogation qui devrait être les nôtres, c'est aussi regarder du côté de l'action publique et comment l'action publique, elle aussi, par ses conditions de financement et ses orientations de politique publique, co-construit avec nous tous l'état des inégalités et des discriminations dans la société dans laquelle nous vivons. Alors j'espère que c'est clair dans la manière dont je le fais. Je ne vise pas du tout à vous dire il faut qu'on aille taper sur les uns et sur les autres, c'est juste qu'il faut qu'on soit un peu dans une posture de modestie ensemble pour comment chacun de notre place, on arrive à identifier comment, à plusieurs échelles, se reproduisent des discriminations au niveau systémique. Et si on veut créer de la transformation, comment on ne se trompe pas de levier d'action en agissant sur les jeunes alors qu'en fait il faudrait agir sur les politiques publiques, en pointant la responsabilité des politiques publiques quand il faudrait qu'on regarde ce qu'on mène nous en tant que professionnels ou en tant que bénévoles dans nos structures. Bref, mais en tout cas je pense que c'est important de distinguer ces 3 niveaux pour qu'on puisse effectivement avancer positivement et de manière très constructive sur cette nécessité d'égalité, qu'elle soit entre classes sociales, entre personnes d'origine différente, de sexe ou de sexualité différente, d'âge et encore bien d'autres critères. Je vous remercie. Merci beaucoup.